Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle fut donnée en mariage comme une marchandise. Son propre père l'avait livrée à un baron inconnu pour payer ses dettes de jeu. Tout le monde chuchotait qu'il était un homme froid, cruel, marqué par une cicatrice profonde sur le visage qui le rendait redouté dans toute la province. La nuit de noces, tremblante de peur, elle reçut une boîte en bois scellée. « N'ouvre pas avant que ton cœur ne reconnaisse la vérité », dit-il d'une voix grave. 3 mois plus tard, lorsqu'elle ouvrit enfin cette boîte, le contenu fit tomber toute la ville dans le silence. Ce qui s'y trouvait changea non seulement son destin, mais celui de tous ceux qui l'entouraient. Ceci est l'histoire vraie d'Angélique et Édouard, dans la France rurale de 1874. Préparez votre cœur, car cette histoire va vous faire pleurer. Vous qui écoutez cette histoire maintenant, dites-moi, êtes-vous au travail, à la maison, en train de vous reposer, ou bien faites-vous du crochet, de la couture, ou prenez-vous un café l'après-midi? D'où nous suivez-vous et quelle heure est-il chez vous? Connaître un peu votre routine me rend très heureux et aide cette chaîne à grandir encore plus. Et si vous arrivez maintenant, soyez la bienvenue dans cet espace où chaque histoire est faite avec soin. À ceux qui me suivent depuis longtemps, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre compagnie et votre fidélité. Vous faites partie de ce voyage. Alors, commentez ci-dessous, j'adorerais mieux vous connaître. L'été 1874 arriva implacable dans la région de la Loire. La chaleur suffocante se répandait dans les rues pavées de la petite ville de Valenciennes, où les calèches soulevaient des nuages de poussière rousse et l'odeur de café torréfié imprégnait l'air dès l'aube. Pour Angélique Dubois, cet été marqua la fin brutale de son enfance. À 17 ans, elle était encore considérée comme une jeune fille à marier par la société impériale. Beaucoup de ses amies étaient déjà promises ou mariées depuis l'âge de 15 ou 16 ans, mais son père, M. Jacques Dubois, avait toujours repoussé la question du mariage. « Ma petite fille a encore le temps », disait-il en caressant les cheveux châtains de sa fille. Angélique croyait que c'était parce qu'il l'aimait trop pour se séparer d'elle. La vérité était bien plus sombre. Il avait besoin d'elle à la maison pour s'occuper de sa mère malade et gérer la maisonnée pendant qu'il s'enfonçait de plus en plus dans le vice du jeu. Son père avait été un commerçant respecté, propriétaire d'un magasin de tissus fins importés. Il habillait les dames de la société valenciennoise avec des soies françaises et des dentelles belges. Angélique avait grandi en aidant au magasin, apprenant les différents types de tissus, notant les commandes de sa belle écriture ronde et soignée. Mais au cours des 3 dernières années, depuis que sa mère était tombée malade de la tuberculose, tout avait changé. Jacques avait commencé à fréquenter les tables de backgammon et de cartes dans les maisons d'hommes puissants, pariant des fortunes qu'il ne possédait pas, accumulant des dettes qui croissaient comme de la mauvaise herbe. Madame Amélie, sa mère, dépérissait lentement dans la chambre du fond. Angélique s'occupait d'elle avec dévotion, préparait les tisanes de Guaco, changeait les draps tachés de sang, lisait à voix haute les romans français que sa mère aimait tant. « Ma fille, disait Madame Amélie les nuits de forte fièvre, tu as un cœur en or. Promets-moi que tu ne perdras jamais cette bonté, quoi que la vie te fasse. » Angélique promettait, sans savoir à quel point elle serait mise à l'épreuve. En avril 1874, Madame Amélie succomba finalement à la maladie. Il n'y eut pas d'argent pour des funérailles dignes. Seulement le père Anselme, 2 voisines et Angélique, vêtues de noir, pleurant à côté du simple cercueil de pain. Son père ne se présenta pas. Il était ivre dans une taverne, incapable d'affronter sa propre honte. Après l'enterrement, la situation empira rapidement. Les créanciers commencèrent à apparaître à la porte. Des hommes au visage dur, aux voix rudes, exigeant le paiement. Jacques vendit tout. Les meubles en palissandre qui avaient appartenu à ses parents, les bijoux de Madame Amélie, même les chandeliers en argent de la salle à manger. Mais ce n'était pas suffisant. Les dettes s'élevaient à 15 000 €, une fortune impossible pour un commerçant ruiné. Angélique, jeune et effrayée, tentait d'aider. Elle s'offrit pour donner des leçons de piano et de broderie aux filles des familles riches.
Mais les portes se fermaient à la fille de Jacques, le joueur. La société de Valenciennes était implacable. Le péché du père entachait la fille. Elle sentait les regards de pitié et de mépris lorsqu'elle allait à la messe le dimanche. Ses anciennes amies traversaient la rue lorsqu'elle la voyait. À 17 ans, Angélique connaissait déjà le goût amer de l'exclusion sociale. Ce fut par une matinée étouffante de décembre que tout s'effondra. Angélique était dans la cuisine, préparant le café, lorsque son père entra, le visage pâle comme de la cire, les mains tremblant violemment. Elle sut, avant même qu'il ne parle, que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. « Angélique » dit-il, la voix brisée. « Assieds-toi, ma fille, j'ai besoin de te parler. » Elle s'assit lentement, le cœur déjà battant la chamade. Il y avait quelque chose de définitif, d'irréversible dans ce ton de voix. « Père, que s'est-il passé ?» Jacques ne put la regarder. Il fixa ses yeux sur le plancher usé. Les dettes, les hommes sont venus hier soir. Ils ont dit que si je ne payais pas avant la fin du mois, ils m'arrêteraient pour défaut de paiement et prendraient la maison. Tout. Mais nous avons encore le magasin, dit Angélique désespérée. Pouvons-nous le vendre? Nous pourrions. Le magasin est déjà hypothéqué, l'interrompit-il. Il ne vaut pas un tiers de ce que je dois. Le silence qui suivit fut suffocant. Angélique sentait le monde s'écrouler autour d'elle. Alors que allons-nous faire? Jacques leva enfin les yeux. Ils étaient rouges, humides, chargés d'une honte qu'il ne pourrait jamais effacer. Il y a une solution, une seule solution. Et alors il raconta. Il raconta qu'il avait cherché le baron de Valois, Édouard de Montaigne, l'un des hommes les plus riches de la région. Il raconta qu'il avait imploré un prêt et que le baron veuf, après l'avoir écouté, avait fait une proposition. « Il réglera toutes mes dettes, » dit Jacques, la voix sortant à peine de sa gorge. « En échange de ta main en mariage. » Le monde s'arrêta. Angélique entendit les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. « Non, » murmura-t-elle. « Père, non, s'il te plaît. Il n'y a pas d'autre choix, ma fille. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage, sans dissimulation. « Si je refuse, nous serons à la rue. Toi, une jeune fille seule, sans famille, sans protection, sais-tu ce qui arrive aux jeunes filles comme ça ?» Elle savait. Elle avait vu les femmes déchues, au coin du port, vendre leur corps pour des pièces. Elle avait entendu les histoires chuchotées sur des jeunes filles de bonne famille qui avaient tout perdu et avaient fini dans des maisons closes. Le destin des femmes sans ressources dans l'Empire était cruel et inévitable. « Qui est-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Le baron de Valois, seigneur de terre, 3 domaines agricoles, veuf, il a 36 ans. 36 ans, plus du double de son âge, un abîme d'expérience entre eux. Et on dit, reprit Jacques, qu'il est un homme sévère, solitaire, il a une cicatrice sur le visage due à un accident il y a des années. Les gens le respectent, mais le craignent aussi. Il ne fréquente pas les bals, ne va pas aux fêtes, vit isolé dans son domaine. » Angélique sentit la nausée monter à sa gorge. Un homme âgé, marqué, isolé, redouté, et elle, une jeune fille de 17 ans qui n'avait même jamais été embrassée, serait livrée à lui comme paiement d'une dette. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle désespérée. Jacques baissa la tête. « Il t'a vu à la messe, il y a 3 dimanches. Il a demandé après toi. Quand il a appris notre situation, il a fait la proposition. Elle avait été observée, évaluée, choisie comme un animal à la foire. Quand ? La question sortit comme un gémissement. Samedi, dans 5 jours. 5 jours, 120 heures. C'était tout le temps qu'il lui restait de sa liberté, de ses rêves de jeune fille, de toute espérance de choisir son propre destin. Cette nuit-là, enfermée dans sa minuscule chambre, Angélique pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle pleura pour la mère qu'elle avait perdue, pour le père qui l'avait trahie, pour l'enfance qui se terminait de manière si brutale. À 17 ans, alors qu'elle aurait dû rêver de bal et de prétendants gentils, elle serait donnée en mariage à un étranger. Mais quand l'aube teinta le ciel de rose, quelque chose avait changé en elle. La jeune fille effrayée avait fait place à quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Si elle ne pouvait choisir son destin, elle l'affronterait au moins la tête haute.
Elle ne donnerait ni à son père, ni à ce baron inconnu, ni à la société cruelle de Valenciennes, le plaisir de la voir brisée. Elle était la fille d'Amélie Dubois, femme de force et de dignité jusqu'à son dernier souffle, et elle porterait cet héritage, quoi qu'il en coûte. Le samedi se leva gris et étouffant, comme si même le ciel déplorait ce mariage. Angélique se réveilla avant l'aube, l'estomac noué par l'anxiété. Elle n'avait pas réussi à dormir correctement depuis 5 nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle imaginait ce qui l'attendait. Un mari inconnu, une maison étrange, une vie qu'elle n'avait pas choisie. 2 voisines vinrent l'aider à s'habiller. Madame Célestine et Madame Marinette étaient les seules qui osaient encore fréquenter la maison des Dubois, mais plus par pitié que par amitié. La robe de mariée avait été celle de sa mère, gardée dans une malle de cèdre pendant 18 ans. Elle était en satin couleur ivoire, avec de longues manches en dentelle, une taille marquée et une traîne modeste. Le tissu sentait la lavande et la naphtaline. Quand Angélique se vit dans le miroir, elle ne se reconnut presque pas. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon bas, couvert d'un voile de dentelle au fuseau qui avait appartenu à sa grand-mère maternelle. Elle paraissait plus âgée, presque une femme accomplie, mais à l'intérieur, elle se sentait toujours comme la jeune fille de 17 ans qu'elle était, effrayée, mal préparée, au bord de l'abîme. « Vous êtes magnifique, ma petite », dit Madame Célestine, ajustant le voile de ses mains tremblantes, mais ses mots sonnaient creux et ses yeux révélaient de la pitié. « Soyez forte », murmura Madame Marinette, serrant sa main glacée. « Le baron est connu pour être juste avec ses employés. Peut-être ne sera-ce pas aussi terrible que nous l'imaginons, mais toutes deux savaient qu'elle mentait. Une jeune fille de 17 ans donnée en mariage à un homme de 36 ans que personne ne connaissait vraiment. Il n'y avait pas moyen d'embellir cette réalité. La calèche qui vint la chercher était trop imposante pour la rue étroite où ils habitaient. Tirée par 4 chevaux bais, laqués de noir avec des détails dorés et le blason de la famille de Montaigne sur les portes. Les voisins sortirent aux fenêtres pour observer, certains avec curiosité, d'autres avec une pitié mal dissimulée. Le cocher, un homme noir d'âge mûr nommé Sébastien, descendit et ouvrit la porte avec révérence. « Mademoiselle, » dit-il respectueusement, offrant sa main gantée. Angélique monta, les jambes flageolantes. Son père n'était même pas à la maison pour lui dire au revoir. Il avait dit qu'il n'avait pas le courage de la voir partir. En réalité, il était dans une taverne depuis la veille au soir, buvant pour oublier ce qu'il avait fait à sa propre fille. Pendant le trajet jusqu'à l'église Notre-Dame de la Conception, Angélique observa Valenciennes par la fenêtre de la calèche. Les maisons coloniales, avec leurs murs blanchis à la chaux et leurs fenêtres à jalousies colorées, les rues de pierres irrégulières où des ouvriers agricoles transportaient des sacs de café, les dames en chapeau et ombrelles qui s'arrêtaient pour bavarder. Tout continuait normalement comme d'habitude, tandis que sa vie se brisait. L'église était presque vide, seulement quelques personnes, le père Anselme attendant à l'autel. 2 témoins qu'Angélique ne connaissait pas et une dame âgée en noir assise sur un banc du fond. Aucun membre de la société valenciennoise ne s'était digné de venir. Après tout, ce n'était pas un mariage à célébrer, mais une transaction commerciale embarrassante. Et alors, elle le vit. Édouard de Montaigne se tenait debout à côté de l'autel, de dos, les mains croisées derrière le corps. Il était grand, très grand, avec de larges épaules sous la redingote noire impeccablement taillée. Ses cheveux étaient noirs comme l'aile d'un corbeau, peignés en arrière. Quand il entendit ses pas résonner dans la nef vide, il se retourna. Angélique retint sa respiration. Il n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Il avait un visage aux traits forts et aristocratiques, un nez aquilin, une mâchoire bien définie, des lèvres fines. Ses yeux étaient couleur ambre foncé, intense, perturbant par la manière dont il l'étudiait. Et oui, il y avait la cicatrice, une marque irrégulière qui descendait de la tempe gauche jusqu'au milieu de la joue, pâle contre sa peau mate. Cela ne le rendait pas laid, mais lui conférait un air sévère, inaccessible.
Il l'observa en silence tandis qu'elle marchait seule dans l'allée centrale. Angélique sentit ses yeux ambrés parcourir son visage, ses épaules, comme s'il essayait de la déchiffrer. Quand elle arriva enfin à l'hôtel, il fit une révérence formelle et lui offrit son bras. Elle hésita juste une seconde avant de poser sa main tremblante sur son bras. C'était solide, comme de la pierre, sous le tissu fin de la redingote. Il était réel. Cela se passait vraiment. La cérémonie fut brève et mécanique. Le père Anselme récita les prières en latin, parla des devoirs sacrés du mariage, de la soumission de l'épouse et de la protection du mari. Angélique écoutait à peine. Elle était concentrée sur sa respiration pour ne pas s'évanouir là. Quand vint l'heure des vœux, sa voix sortit si faible que le prêtre dut lui demander de répéter plus fort. « Acceptez-vous, monsieur Édouard de Montaigne, comme votre légitime époux, pour l'aimer et le respecter dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Oui, j'accepte, » murmura-t-elle, les mots amers sur sa langue. La voix d'Édouard, au contraire, était grave et ferme, résonnant sur les murs de pierre de l'église. « J'accepte. » Alors il glissa une alliance en or à son annulaire. Elle était lourde, travaillée de délicats reliefs floraux, magnifiquement faite, mais pour Angélique, elle ressemblait à une menotte, la marquant comme sa propriété. « Je vous déclare mari et femme devant Dieu et la Sainte Église », annonça le prêtre. « Monsieur peut embrasser la mariée. » Le cœur d'Angélique s'arrêta. Ce serait son premier baiser, son premier contact avec un homme, et ce serait avec un étranger qu'il avait acquise, comme on acquiert une marchandise. Édouard se tourna vers elle. Pendant un très bref instant, elle vit quelque chose passer dans ses yeux. Hésitation, gentillesse. Elle n'était pas sûre. Il se pencha et elle ferma les yeux instinctivement, le corps entier tendu, mais au lieu de l'embrasser sur les lèvres, il effleura seulement ses lèvres sur son front. Un baiser chaste, presque respectueux, qui la prit au dépourvu. « Bienvenue dans la famille de Montaigne, baronne », murmura-t-il si bas que seule elle l'entendit. Sa voix était grave, mais pas cruelle, juste fatiguée. Il n'y eut pas de fête, pas de célébration, juste la signature du registre matrimonial dans le presbytère de l'église. Édouard signa d'une écriture élégante et ferme. Quand il lui tendit la plume, Angélique dut la tenir des deux mains pour ne pas trop trembler. Pour la première fois de sa vie, elle signa un document officiel avec son nouveau nom, Angélique Dubois de Montaigne, baronne de Valois. Les mots semblaient appartenir à une autre personne. Après la signature, Édouard la conduisit à la calèche, qui attendait dehors. « Nous allons au domaine, » dit-il simplement. « C'est à 3 heures de voyage. » Angélique acquiesça, sans voix. Que pouvait-elle dire? Le cocher ouvrit la porte et elle monta. Édouard monta derrière elle et s'assit sur le banc opposé, gardant une distance respectueuse. Tandis que la calèche s'éloignait de la ville, Angélique regarda par la fenêtre une dernière fois. Valenciennes rapetissait à l'horizon, enveloppée de poussière et de distance. Tout ce qu'elle avait connu, tous ceux qu'elle avait aimés, tout restait derrière elle, y compris la jeune fille de 17 ans qu'elle avait été jusqu'à ce matin. Devant elle, il n'y avait que l'inconnu, un domaine qu'elle n'avait jamais vu, une vie qu'elle n'imaginait pas, et à ses côtés, séparés par moins d'1 mètre, mais distants comme les étoiles. Un mari qu'elle n'avait pas choisi, mais qui était maintenant le propriétaire légal de son corps, de son nom, de son avenir. Le voyage fut enveloppé d'un silence pesant. Édouard n'essaya pas de converser. Il passa la majeure partie du temps à regarder par la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, le visage impénétrable comme du marbre. Angélique ne parla pas non plus. Que dirait-elle? Merci de m'avoir acquise. Comment s'est passée votre journée, monseigneur? Tout semblait trop absurde pour des mots. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, teignant le ciel d'orange et de pourpre, le paysage changea. Les collines douces firent place à des vallées plus profondes. La végétation devint plus dense. La calèche tourna sur une route bordée de palmiers impériaux qui s'élevaient comme des sentinelles vertes. Et alors, au loin, Angélique vit le domaine de Sainte-Rita. La maison principale était imposante. Une construction de 2 étages, avec des murs blanchis à la chaux.
de larges vérandas avec des colonnes de pierre, de hautes fenêtres protégées par des persiennes vert foncé, un toit de tuiles coloniales à 2 pans. Autour, les plantations de café s'étendaient à perte de vue, une mer ondulante d'arbustes vert foncé chargés de fruits rouges. Au loin, elle pouvait voir les dépendances, la maison du moulin et des dizaines d'ouvriers agricoles travaillant encore à la récolte au crépuscule. C'était une propriété vaste, riche, puissante, et maintenant techniquement aussi la sienne. Mais Angélique ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi déplacée, aussi complètement hors de propos. La calèche s'arrêta devant l'escalier de pierre qui menait à la véranda principale. Édouard descendit le premier et lui offrit la main pour l'aider. Angélique accepta, ses jambes engourdies après tant d'heures assises. Une femme noire attendait sur la véranda. Elle avait les cheveux gris relevés en chignon, un tablier blanc impeccable sur une simple robe de cotonnade bleue. Ses yeux étaient doux mais prudents. « C'est tante Bénédicte, dit Édouard. Elle gère la maison depuis que je suis enfant. » La femme fit une petite révérence. « Soyez la bienvenue, baronne, dit-elle d'une voix douce. » Édouard se tourna vers Angélique. « Je vais vous montrer vos appartements. Le voyage a été long. Vous devez être fatigué. » Elle le suivit à l'intérieur, traversant un large couloir au sol de larges planches cirées jusqu'à briller. Des murs décorés de peintures de paysages ruraux, de lourds meubles en palissandre et en vin atticot. Tout révélait une richesse ancienne, une tradition, mais aussi une certaine froideur. Il n'y avait pas de fleurs, pas de touches personnelles, pas de vie pulsant dans ces pièces. Il monta l'escalier en bois qui menait au 2e étage et elle le suivit, le cœur battant la chamade. Chaque marche la rapprochait de ce qu'elle craignait le plus, la nuit de noces. Édouard s'arrêta devant une porte et l'ouvrit. « C'est votre chambre, dit-il. » Angélique entra lentement. C'était une pièce spacieuse, un lit à baldaquin, avec des rideaux de voile blanc, une armoire en palissandre sculptée, une coiffeuse avec un miroir vénitien, un fauteuil rembourré près de la fenêtre, des rideaux de damas rose clair, beaux mais impersonnels, une chambre préparée pour une mariée mais sans âme. « Où est votre chambre ?» demanda-t-elle, la voix rauque de tant de silence. Il désigna la porte d'à côté. « Là, nos chambres sont adjacentes. » Angélique sentit le sang se glacer. Adjacente, c'est-à-dire qu'il pourrait entrer quand il le voudrait. Édouard dut percevoir la panique dans ses yeux, car il ajouta rapidement « Il y a un verrou intérieur à votre porte. Vous pouvez l'utiliser. Je n'entrerai jamais sans votre permission. » Elle cligna des yeux, surprise. Un mari qui demandait la permission. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait entendu sur les droits conjugaux des hommes. « Je sais que cette journée a été difficile pour vous, » continua-t-il, la voix étrangement douce. « Reposez-vous. Tante Bénédicte apportera de l'eau chaude pour le bain et quelque chose à manger, si vous le désirez. Je ne vous dérangerai pas cette nuit. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il fit une légère révérence et sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Angélique resta immobile au milieu de la chambre, toujours vêtue de sa robe de mariée, essayant de tout assimiler. Mariée, baronne, seule dans une chambre étrange d'un domaine qu'elle n'avait jamais vu. Et alors, ses yeux se posèrent sur une petite table de chevet. Il y avait là une boîte en bois sombre de la taille approximative d'une Bible, avec de délicates gravures de fleurs et d'oiseaux sur le couvercle. Elle était magnifiquement travaillée, clairement faite par des mains habiles. À côté de la boîte, un papier plié. Angélique s'approcha à pas hésitants et prit le billet. La calligraphie était élégante, ferme. « N'ouvre pas avant que ton cœur ne reconnaisse la vérité, Édouard. » Elle prit la boîte dans ses mains. Elle était lourde, mais ne faisait aucun bruit. Qu'y avait-il à l'intérieur? Pourquoi lui avait-il donné cela? Et quelle vérité espérait-il qu'elle reconnaisse? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, tandis que la nuit tombait sur le domaine. Dehors, le chant des grillons et le murmure distant des voix dans les dépendances. Dans sa chambre, seulement le silence et cette boîte mystérieuse gardant un secret qu'elle ne pouvait imaginer. Angélique remit la boîte sur la petite table sans l'ouvrir. Quelque chose lui disait
que ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle devait d'abord comprendre où elle était, qui était cet homme, et ce qu'il attendait exactement d'elle. Les premiers jours au domaine de Sainte-Rita furent empreints d'une profonde étrangeté. Angélique se réveillait au son des cloches qui appelaient les ouvriers agricoles au travail à 5 heures du matin, un son qui résonnait dans les vallées et la tirait de son sommeil agité. Elle s'habillait seule, encore maladroite avec les robes plus élaborées qu'elle avait trouvées dans l'armoire, clairement préparées pour elle avant même son arrivée. Tante Bénédicte apportait le petit déjeuner dans sa chambre, du pain de maïs chaud, du fromage frais, de la confiture de goyave, du café au lait. Le baron a dit que vous pouviez manger ici, si vous préférez, expliqua la femme gentiment. Mais si vous voulez, la table est dressée dans la salle à manger. Les 3 premiers jours, Angélique mangea seule dans sa chambre, trop terrifiée pour affronter Édouard. Mais le 4e matin, elle rassembla son courage et descendit. La salle à manger était immense, avec une table en palissandre qui pouvait facilement accueillir 20 personnes. Édouard était déjà assis au bout de la table, lisant un journal en buvant son café. Quand elle entra, il se leva immédiatement, une démonstration de courtoisie qui la surprit. « Bonjour, Angélique », dit-il formellement. « Bonjour, monsieur le baron », balbutia-t-elle, s'asseyant à l'autre bout de la table, le plus loin possible de lui. Le silence qui suivit fut gênant. Édouard retourna à son journal. Angélique remua sa nourriture sans appétit, très consciente de chacun de ses mouvements, de chaque page tournée, de chaque gorgée de café. « Le temps est bon pour la récolte », commenta-t-il soudain sans lever les yeux. Angélique ne savait pas quoi répondre. Elle ne comprenait rien au café, aux récoltes, à cette vie. « C'est bien », murmura-t-elle. Il acquiesça et retourna au silence. Après quelques minutes insupportables, il plia le journal, se leva et fit une petite révérence. « Avec votre permission, je dois superviser le travail dans les séchoirs. » Et il sortit, ses bottes résonnant dans le couloir. Ainsi se passèrent les premières semaines. Il ne se voyait qu'au repas, échangeant au maximum une demi-douzaine de mots polis et vides. Édouard partait à l'aube et revenait au crépuscule, couvert de poussière rousse, sentant la sueur et le café. Il n'essaya jamais d'entrer dans sa chambre, n'exigea jamais ses droits de mari. Il la traitait avec une courtoisie froide, presque impersonnelle, comme si elle était une invitée lointaine et non son épouse. Angélique ne savait pas si elle en était soulagée ou perturbée. D'un côté, elle appréciait la distance. D'un autre, l'incertitude était torturante. Qu'attendait-il? Quand exigerait-il ce qui lui était dû? Elle dormait toutes les nuits avec le verrou de la porte activé, le cœur battant à chaque bruit dans le couloir, mais il ne venait jamais. Pour remplir ses journées vides, elle commença à explorer la propriété. Le domaine était vaste. 300 hectares de terre, des plantations de café à différents stades de maturation, des pâturages pour le bétail, des potagers, des vergers. Il y avait plus de 200 ouvriers agricoles travaillant à différentes tâches. Angélique les observait de loin, mal à l'aise avec sa propre ignorance de cette réalité. À Valenciennes, sa famille n'avait jamais eu d'ouvriers agricoles permanents. Ils vivaient modestement, avec seulement une femme de ménage libre qui les aidait. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les jardins près de la maison, elle entendit des rires d'enfants. Suivant le son, elle découvrit une petite construction en torchis avec une cloche à la porte. C'était une école. En regardant par la fenêtre, elle vit quelque chose qui la laissa stupéfaite. Édouard était à l'intérieur, assis sur une chaise trop petite pour sa taille, entouré d'une douzaine d'enfants noirs et métis. Il tenait un morceau de charbon et dessinait des chiffres sur une ardoise improvisée. 6 Jean a 10 grains de café et les partage également avec Marie. Combien de grains chacun reçoit-il? Demandait-il patiemment. Une fillette d'environ 8 ans leva la main. 5, monsieur le baron. Très bien, Bénédicte. Il sourit, et Angélique resta paralysée. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire vraiment.
Ce sourire transformait tout son visage, adoucissant la sévérité, illuminant ses yeux. Quand la leçon se termina et que les enfants sortirent en courant, Angélique était toujours là, appuyée contre le mur extérieur. Édouard la vit en sortant. « Angélique, dit-il, clairement surpris et un peu gêné, je ne savais pas que vous étiez là. Vous enseignez aux enfants ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. Il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant. « Ma mère croyait que tout être humain méritait d'apprendre à lire et à compter. Après son décès, j'ai continué son travail. Je sais que beaucoup trouvent insensé d'éduquer des ouvriers, mais, il haussa les épaules, je ne peux accepter l'ignorance forcée comme naturelle. » Angélique l'étudia avec de nouveaux yeux. Un propriétaire terrien qui enseignait à lire à ses ouvriers. Cela allait à l'encontre de tout ce que la société impériale prônait. « Votre mère devait être une femme remarquable, dit-elle doucement. » Ses yeux s'adoucirent. Elle l'était beaucoup. Il y eut une pause. Puis il ajouta, « Elle était aussi plus jeune que mon père. Ils se sont mariés quand elle avait 18 ans et lui 37. Je sais que vous devez vous interroger sur notre différence d'âge. » Angélique rougit violemment. C'était exactement ce qu'elle pensait, mais elle n'aurait jamais osé le dire. « Mon père l'a aimée profondément, » continua Édouard en regardant l'horizon. « Il a respecté son temps, ses choix, ne l'a jamais forcé à rien. Ils ont été heureux à la fin, très heureux. » Il la regarda alors, ses yeux pénétrants. « Je voudrais honorer son exemple. » Quelque chose bougea dans la poitrine d'Angélique. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était peut-être le début de la compréhension. Cette nuit-là, pour la première fois, elle ne verrouilla pas la porte. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils. Édouard commença à lui demander comment s'étaient passées ses journées pendant le dîner. Elle commença à répondre par plus que des monosyllabes. Il lui montra la bibliothèque, une pièce splendide avec des centaines de livres du sol au plafond. « Sentez-vous libre de lire ce que vous voulez, » dit-il. « Ma mère en a collectionné beaucoup. » Angélique découvrit qu'il avait raison. Elle se mit à dévorer les livres de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, même quelques-uns en anglais, qu'il traduisait patiemment pour elle quand elle ne comprenait pas. Parfois, le soir, il frappait doucement à sa porte. « Puis-je entrer ?» demandait-il toujours. Et quand elle le permettait, il s'asseyait dans le fauteuil, gardant une distance respectueuse, et il conversait sur les livres, sur le domaine, sur tout et rien. Une nuit pluvieuse, elle rassembla son courage pour l'interroger sur sa cicatrice. « Comment est-ce arrivé ?» Édouard toucha son visage inconsciemment. Le geste qu'elle reconnaissait déjà. « J'avais 22 ans, il y a eu une révolte ici au domaine. Un contremaître, un homme cruel, que mon père avait engagé contre ma volonté, a battu un ouvrier agricole presque à mort. Les autres se sont révoltés. J'ai essayé d'intervenir, de calmer les esprits, mais dans le chaos, quelqu'un m'a frappé avec une faux. » Angélique retint sa respiration. « Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» « J'ai renvoyé le contremaître dès que je me suis rétabli. J'ai interdit les châtiments corporels. Beaucoup de voisins ont dit que j'invitais au désordre, que les ouvriers ont besoin d'une main ferme. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas traiter des êtres humains comme des animaux, Angélique. Même si la loi me donne ce droit. » Elle le regarda différemment. Alors, elle ne voyait plus un monstre, mais un homme essayant de naviguer avec des traditions impossibles. Un propriétaire terrien qui éduquait ses ouvriers, un baron riche qui s'isolait de la société, un mari qui avait acquis une épouse, mais ne la touchait pas. « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» demanda-t-elle soudain, la voix sortant avant qu'elle ne puisse se retenir. Édouard resta silencieux longtemps. Quand il parla, sa voix était chargée d'une honnêteté douloureuse. « Je vous ai vu à l'église il y a 2 mois. Vous étiez agenouillé, priant les larmes aux yeux. Il y avait tant de douleur sur ce visage, mais aussi tant de force. Ensuite, j'ai appris que vous aviez pris soin de votre mère jusqu'à la fin, que votre père était ruiné, et j'ai reconnu quelque chose en vous. » « Quoi ? » ?»« La solitude, la même que je porte depuis qu'Hélène est morte. » Hélène, sa première épouse, il parlait rarement d'elle. « Je sais que j'ai été égoïste, » continua-t-il, « que j'ai utilisé votre désespoir pour avoir de la compagnie.
Je n'attends pas que vous me pardonniez, mais je veux que vous sachiez. Je ne vous vois pas comme une propriété, je vous vois comme une possibilité que peut-être deux solitaires puissent, avec le temps, construire quelque chose qui ressemble à un foyer. Angélique sentit des larmes brûler, pour la première fois depuis son arrivée. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de colère, c'était quelque chose de plus complexe. Tristesse mêlée d'espoir, chagrin mêlé de compréhension. « Je ne sais pas si je peux vous aimer, » dit-elle honnêtement. « Je ne demande pas l'amour, » répondit Édouard. « Seulement une chance, du temps pour que vous me connaissiez. Et alors, si vous voulez partir, si vous êtes malheureuse ici, je vous libérerai. » Elle le regarda, cherchant un mensonge dans ses yeux. Elle ne trouva que de la sincérité brute, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « D'accord, » murmura-t-elle. « Du temps, nous pouvons essayer. » Il sourit alors, petit et triste, mais sincère. « Merci, Angélique. » Quand il sortit, elle resta seule avec ses pensées tumultueuses. Elle regarda la boîte mystérieuse, toujours intacte sur la petite table. Quand son cœur aurait reconnu la vérité, l'instruction résonnait dans son esprit. Quelle vérité serait-ce? Et maintenant, elle commençait à vouloir savoir. Les mois qui suivirent apportèrent une transformation si graduelle qu'Angélique remarqua à peine quand elle commença. De petites choses, presque imperceptibles. Édouard lui demandant son avis sur la couleur à peindre le salon. Elle suggérant des améliorations à l'école pour les enfants. Ils riant ensemble quand l'un des chevaux lui vola son chapeau lors d'une promenade dans le domaine. Les fleurs continuaient d'apparaître sur sa coiffeuse tous les matins. Des roses blanches, toujours fraîches, avec la rosée encore brillante sur les pétales. Parfois, elle venait avec de petits billets. « Bonjour, j'espère que vous dormez bien. Merci pour votre compagnie au dîner. » Angélique commença à les ranger dans un tiroir, les relisant quand elle se sentait seule. Elle eut 18 ans en mars 1875. Édouard organisa un petit dîner, juste eux deux, tante Bénédicte et le curé de la chapelle du domaine. Il y avait un gâteau de maïs à la confiture de goyave, du champagne français et un groupe de musiciens libres de la ville jouant des airs populaires sur la véranda. Quand elle souffla les bougies, Édouard lui remit un cadeau. Une magnifique édition de poèmes de Victor Hugo, reliée en cuir, avec son nom gravé en doré. « Comment saviez-vous » demanda-t-elle, émerveillée. Il sourit de côté, ce sourire timide qu'elle avait appris à reconnaître. « Vous prenez toujours les livres de poésie dans la bibliothèque et murmurez les vers en lisant. » Elle rougit, réalisant qu'il l'observait plus qu'elle ne l'imaginait. Mais ce n'était pas une observation possessive ou contrôlante, c'était de l'affection, une attention sincère. Cette nuit-là, quand il l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre, il hésita avant de prendre congé. « Angélique, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, pourriez-vous m'appeler Édouard, pas monsieur le baron, ou monsieur, juste Édouard ?» La demande, si simple, mais si intime, la prit au dépourvu. Appeler un mari par son prénom signifiait proximité, familiarité. Mais quand elle le regarda, elle ne vit pas un étranger menaçant, mais un homme qui essayait maladroitement de construire un pont entre eux. « Édouard !» dit-elle, expérimentant le nom sur sa langue. Il ferma les yeux brièvement, comme pour savourer le son de son nom dans sa voix. « Merci » murmura-t-il. « Bonne nuit, Angélique. Bonne nuit, Édouard. » Les semaines suivantes furent différentes, mais légères. Ils commencèrent à prendre le café ensemble tous les matins, discutant des plans de la journée. Elle l'accompagnait lors de ses visites à l'école, aidant à enseigner la broderie aux filles pendant qu'il enseignait les mathématiques aux garçons. Elle découvrit qu'il jouait merveilleusement du piano, un héritage de sa mère. Parfois, le soir, il jouait dans la salle de musique et elle descendait pour écouter, s'asseyant sur un divan proche, fermant les yeux et se laissant envelopper par la mélodie. Une de ces nuits, il arrêta de jouer au milieu d'un morceau et se tourna vers elle. « Puis-je vous apprendre ?»« Je ne sais pas jouer, » protesta-t-elle. « Alors, il est temps d'apprendre. » Il glissa sur le banc, faisant de la place. Angélique hésita.
puis s'assit à côté de lui. C'était la première fois qu'ils étaient si proches volontairement. Elle pouvait sentir sa chaleur, l'odeur d'eau de Cologne aux notes de santal. Il guida ses mains sur les touches, ses doigts effleurant les siens, tandis qu'il lui enseignait la position correcte. Un frisson parcourut l'échine d'Angélique, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de totalement différent, quelque chose qui faisait accélérer son cœur et rougir son visage. Pendant les semaines suivantes, les leçons de piano devinrent un rituel sacré. Tous les soirs, après le dîner, ils s'asseyaient ensemble sur le banc, leurs épaules se touchant, leurs mains dansant sur les touches. La proximité physique, auparavant terrifiante, était devenue confortable, puis désirable. Une nuit de pleine lune en mai. Après une leçon particulièrement longue, Édouard ne se leva pas immédiatement. Il resta assis, regardant ses mains sur les touches. « Angélique, dit-il, la voix rauque. » Elle se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. « Quoi? Ces 8 mois avec vous ont été les plus heureux que j'ai vécus depuis le départ d'Hélène. Vous avez apporté de la vie à cette maison, de la lumière, de la paix, des choses que je pensais ne plus jamais avoir. » Il fit une pause, déglutissant. Et je me suis surpris à attendre avec impatience les dîners, les conversations, les leçons de piano. Je me réveille en pensant à vous. Je m'endors avec votre nom sur les lèvres et cela me terrifie parce que je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ces choses. « Pourquoi pas ?» murmura-t-elle. « Parce que vous ne m'avez pas choisi, dit-il, la voix brisée. Parce que je vous ai été imposée. Je vous ai acquise comme on acquiert une marchandise. Quel droit ai-je de demander votre amour quand j'ai volé votre choix ?» Angélique sentit des larmes brûler. Pendant des mois, elle avait gardé ses propres sentiments confus, niant ce qu'elle ressentait. Mais maintenant, en regardant cet homme qui avait essayé si désespérément d'être gentil, d'être patient, d'être digne d'elle, elle ne pouvait plus mentir. « Édouard, dit-elle, prenant sa main entre les siennes, regardez-moi. » Il leva ses yeux ambrés, tempétueux, vulnérables comme elle ne les avait jamais vus. « Au début, c'est vrai, j'étais ici parce que je n'avais pas le choix. Je vous craignais. Je craignais ce que vous feriez, ce que vous exigeriez. Mais avec le temps, j'ai découvert qui vous êtes vraiment. Un homme bon, essayant de faire le bien dans un monde qui ne lui offre pas de bonnes options. Un homme qui enseigne à lire aux enfants d'ouvriers quand il pourrait simplement les exploiter. Un homme qui a respecté une jeune fille effrayée quand il aurait pu exiger ses droits de mari. Ses larmes coulaient librement maintenant. Et moi, je suis tombée amoureuse de cet homme, non parce que j'y ai été forcée, mais parce que j'ai choisi. Tous les jours, je vous choisis. » Le visage d'Édouard se transforma, surprise, puis incrédulité, puis un espoir si pur qu'il faisait mal à voir. « Vous m'aimez ? » ?»« Oui, j'aime. » dit-elle, le mot enfin libre, après des mois emprisonné dans sa poitrine. Il la tira dans une étreinte si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Son visage enfoui dans son cou, ses épaules tremblantes. Il pleurait, elle le réalisa. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'émotions refoulées depuis si longtemps. « Angélique, » murmura-t-il contre sa peau. « Mon Angélique, vous êtes le miracle que je ne méritais pas. Mais je remercie Dieu chaque jour de vous avoir mise sur mon chemin. » Quand ils se séparèrent enfin, il tint son visage entre ses mains et l'embrassa. Pas le baiser chaste de l'église, mais un vrai baiser profond, rempli de mois de retenue. C'était le premier vrai baiser d'Angélique, et elle s'abandonna complètement, découvrant qu'elle pouvait, après tout, choisir d'être aimée. Cette nuit-là, quand elle retourna dans sa chambre, Angélique regarda la boîte en bois. Elle était là depuis 8 mois, intacte, attendant que son cœur reconnaisse la vérité. Maintenant, elle savait, son cœur reconnaissait. De main tremblante, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, enveloppé de velours cramoisi, il y avait un médaillon en or travaillé, suspendu à une délicate chaîne. Elle l'ouvrit et retint sa respiration. D'un côté, un portrait miniature d'une jeune femme belle et souriante, Hélène,
De l'autre côté, gravé en écriture cursive, à celle qui ramènera mon cœur à la vie. Elle a eu mon passé, vous avez mon avenir, avec tout mon amour, Édouard. Sous le médaillon, il y avait une lettre, l'encre déjà légèrement estompée par le temps. Chère Angélique, si vous lisez ceci, cela signifie que votre cœur a reconnu la vérité que j'ai essayé de vous montrer, que vous avez été aimé dès le premier instant. Je vous ai vu à l'église, agenouillée, si jeune, si triste, si forte, et j'ai su que je devais essayer. Non par commodité, non pour des héritiers, mais parce que j'ai reconnu en vous la possibilité de recommencer à vivre. J'ai gardé la boîte scellée pour que vous ayez le temps de me connaître sans pression, sans attente, pour que lorsque vous l'ouvririez, ce soit parce que vous le vouliez, parce que vous m'aimiez aussi. Ce médaillon a appartenu à ma mère. Hélène l'a porté avec fierté. Il est maintenant à vous, si vous l'acceptez, avec mon cœur, ma dévotion et la promesse de passer chaque jour restant de ma vie à mériter l'amour que vous m'avez donné, votre pour toujours, Édouard. Angélique serra le médaillon contre sa poitrine, sanglotant non de tristesse, mais d'une joie écrasante. Elle descendit les escaliers en courant, encore en chemise de nuit, et frappa à la porte de son bureau. « Entrez » dit la voix surprise. Elle entra et se jeta dans ses bras. « J'accepte » dit sa voix étouffée contre sa poitrine. « Le médaillon, l'avenir, tout. J'accepte vous complètement » assura-t-il, comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Et peut-être l'était-elle. 6 mois plus tard, ils se marièrent à nouveau. Non par obligation ou par dette, mais par amour. La même église, mais maintenant remplie de fleurs, de musique, d'invités célébrant sincèrement. Elle descendit l'allée avec une nouvelle robe de soie pure, et Édouard l'attendait à l'autel avec des larmes de joie dans les yeux. Quand ils échangèrent les alliances, elle murmura « Cette fois, je vous choisis. » Et il répondit « Et je promets de mériter ce choix tous les jours de ma vie. » Leur histoire se répandit dans la province, la jeune fille donnée en mariage à 17 ans, qui avait trouvé le véritable amour, le baron solitaire qui avait gardé son cœur jusqu'à l'arrivée de la bonne femme. Quand 2 ans plus tard, Angélique tenait dans ses bras son premier enfant, elle l'appela Jacques, non pour honorer l'homme qui l'avait donné en mariage, mais pour racheter le nom d'un père imparfait, qui, sans le savoir, l'avait mené sur le chemin du bonheur. Et tous les matins jusqu'au dernier jour de leur vie, Édouard se réveillait avant l'aube pour cueillir des fleurs fraîches pour son épouse, car certaines traditions nées du véritable amour sont faites pour durer éternellement. Parfois, les chemins les plus douloureux nous mènent aux plus belles destinations. Angélique fut forcée à un mariage à 17 ans, mais au lieu de s'enfermer dans l'amertume, elle se donna la chance de connaître véritablement l'homme derrière la cicatrice et le titre. Édouard, à son tour, n'imposa pas sa volonté, mais lui offrit le don le plus précieux, le temps et le respect. Cette histoire nous enseigne que le véritable amour ne peut être forcé, mais quand 2 âmes solitaires se rencontrent et choisissent chaque jour d'être ensemble, naît quelque chose de plus fort que n'importe quel contrat ou obligation. L'amour qui guérit, qui transforme, qui rachète et qui peut, oui, faire taire même la ville la plus cruelle par sa pure beauté, parce que le véritable amour ne naît pas d'un oui à l'autel, mais des 1000 choix quotidiens de rester, de comprendre et d'aimer. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre j'aime, c'est très important pour moi. Et laissez un commentaire, je les lis tous. Une autre vidéo apparaît ici sur votre écran. Cliquez dessus, on se voit de l'autre côté.